armée. Je pense que ce rapport entre le fait de montrer et le fait de dissimuler, il existe aussi chez les rebelles ou chez les forces moins conventionnelles avec lesquelles les journalistes peuvent passer du temps. Patrick au Nicaragua, on aurait peut-être dû l'inviter pour qu'il nous en parle. Mais voilà, il y a toujours cette tentation d'essayer de contrôler et en même temps de vouloir montrer pour... c'est toujours un peu Et on a l'impression que chaque armée, y compris l'armée américaine, encore aujourd'hui, même avec ce principe de l'embed qu'elle a... Je crois que l'embed a été inventé d'ailleurs par Donald Rumsfeld pour donner accès aux journalistes, mais en même temps pour contrôler. C'est toujours ambivalent, non ? C'est ambivalent parce que si vous ne montrez pas, c'est que quelque part vous avez forcément quelque chose à cacher, donc il se passe des choses louches. Et il y a déjà un devoir de communiquer vis-à-vis du public. Donc c'est très ambivalent, mais ça pose finalement la question de savoir ce que le photographe de guerre, finalement, quelle est sa mission. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le montrer plus tard. Il y a aussi des photographes qui parfois arrivent dans des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas. On parlait de photographes qui suivent des rebelles ou des groupes armés. La guerre en ex-Yougoslavie, par exemple, a été l'occasion pour un photographe, Ron Aviv, de suivre des milices serbes et d'assister à des crimes de guerre. Ce qui lui a posé, il a photographié ces civils qui se faisaient massacrer. Ce qui lui a posé un dilemme fondamental, c'est de savoir, mon image, elle sert à visibiliser quelque chose, ou est-ce que c'est aussi une condamnation, puisqu'il a après été amené à témoigner au tribunal pénal international. Ce qui est une dimension, on est dans une conférence qui s'interroge sur la paix. Dans la paix, il y a aussi toute la dénonciation. Et là, les journalistes les photographes sont très souvent confrontés à des crimes, et ça appelle finalement à la question de savoir est-ce qu'on fait qu'informer ou est-ce qu'on fait quelque chose de plus. Pour tous les dilemmes auxquels les photographes sont confrontés, il y a l'information en premier et puis après toute une série d'étapes. Même chose pour les photographes à qui on reproche de ne pas aider les victimes qu'ils photographient. Tout un débat qu'on aura certainement, qu'on évoquera tout à l'heure. Je voudrais juste dire que la première fonction du photographe, c'est quand même d'informer. Enfin, c'est quand même, il travaille pour un magazine, un quotidien, une agence. Au-delà de dénoncer, enfin, il dénonçait pas ses photos, mais c'est quand même, c'est un job. Hein. C'est un job qui, enfin, voilà, c'est bêtement son job, travailler pour son support. Alors, on arrive dans un deuxième temps parce que l'heure avance et je voudrais laisser quand même beaucoup de place aux questions. Depuis une dizaine d'années environ, on est dans un phénomène où l'actualité s'est accélérée. Elle s'est accélérée à la fois à cause d'avancées technologiques et parce que les appareils photo, on est d'abord passé de l'argentique au numérique. On a pu faire, c'est-à-dire que David Burnett aurait pu faire la photo la même photo que Nick Hutt s'il avait eu du numérique. Donc il y a eu une possibilité de diffusion des images assez considérable. Et aujourd'hui, on arrive dans une période où on vit un peu saturé par les images. Est-ce que dans ce contexte-là, et comment, Valérie, une image peut-elle encore surgir ? Et je demanderai aussi la même question à Marc, parce que Marc, en tant que chef du service photo de Paris Match, voit quantité de photos défiler sur son écran. Et comment on trouve celle qui, là-dedans, va nécessiter toujours un editing, mais qui va un petit peu nous jaillir au visage et faire que c'est la photo. Alors déjà, pour donner un point de comparaison, à l'époque de l'argentique, disons qu'un chef du service photo voyait à peu près 1000 photos, en gros à la louche 1000 photos par jour. Maintenant, on en voit à peu près 25 000, entre 20 et 25 000 qui arrivent sur nos écrans. Tout mélangé. Avant, il y avait des vendeurs qui arrivaient avec leur mallette, on discutait, voilà, un tel était au Liban, on ramène ça, une petite enveloppe, les tirages, rien n'était mélangé. Maintenant, tout arrive. On a ce qu'on appelle une sorte de planche contact numérique sur nos ordinateurs, qui s'appelle le FTP, et là, tout arrive en même temps. C'est-à-dire, vous avez vous pouvez très bien avoir une photo du petit Island avec à côté une photo d'un chihuahua avec une perruque, tout est mélangé, c'est à nous de faire le tri. Donc tout ça nous arrive, nous on est en bout de l'entonnoir et on essaye de
faire notre job, nous, c'est de recevoir, de repérer et de construire des histoires à travers les photos que nos photographes et les photographes nous envoient. C'est sûr que avec le numérique et surtout avec la qualité maintenant des optiques, des boîtiers, les photos sont, je dirais, presque rarement floues, tout arrive net, piqué, les lumières rien n'est bouché. Enfin, il y a une qualité d'image absolument incroyable qu'on voit évidemment aussi. La grande révolution, ça a été dans la photo sportive, mais aussi, je dirais, dans la photo de guerre. Quand on fait une photo 400 mm, 200 mm, 400 mm, elle va être très très nette. Je vois la photo de Dolson, je suppose qu'elle aurait été faite en numérique à l'époque. Je pense qu'elle aurait eu encore. Ouais. Tu as raison, parce qu'en fait, le photographe, aussi l'avantage du numérique, c'est qu'il envoie un peu ce qu'il veut. Il fait son editing. Donc, en fait, si tu avais à l'époque la même production en film, donc tu aurais les bonnes photos, les déchets, les flous, bien alors sûr, que là, sûr. tu reçois une quantité phénoménale de photos. Mais c'est toutes les meilleures photos, c'est le meilleur de la production. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai que Alvaro a raison. Quand on avait une planche contact, bon, les 10 photos floues, on les voyait. Là, maintenant, c'est vrai que tout est sélectionné par le photographe quand il a le temps. Avec son ordinateur, dans sa chambre d'hôtel, il fait son editing, il nous envoie, il faut des légendes, il faut tout ça. C'est un énorme boulot que les photographes font. Ils ne faisaient pas avant. Enfin, ils ne faisaient pas avant. C'était pas aussi contraignant. Oui, il faut éditer, il faut légender, il faut voilà, c'est très important. Voilà, exactement. C'est un énorme boulot. Et nous, c'est vrai que nous, on est bon. Comme je disais tout à l'heure, on est au bout de l'entonnoir, on reçoit tout ça. Sinon, toutes ces images, je prends sur les photos de guerre, les photos de catastrophes naturelles, les tremblements de terre, choses comme ça, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que je vais revenir sur la photo d'Island, mais moi en tout cas personnellement, je suis pas, on peut dire souvent, moi ça fait 30 ans que je fais ça, que je vois des photos, j'ai commencé au labo, j'en ai tiré, maintenant je les choisis, j'en ai vu des millions, je peux le dire, mais il y a certaines choses, je suis absolument pas blindé, quoi. Je veux dire, cette photo-là, que nous voyons là, je me souviens très bien, elle est arrivée, vers 17h, je l'ai vu sur l'écran et voilà, on prend une grande claque parce que c'est une photo qui nous a, même nous, hommes d'image, on peut dire ils ont l'habitude, ils envoient tellement, bah non, ce genre de photo, on prend ça pleine gueule et on comprend aussi après pourquoi cette photo a, parce que il y a eu un débat quand même intéressant sur Facebook, il y a eu plein de gens qui n'ont pas compris aussi pourquoi cette photo. Alors qu'ils ont mis des photos où on voyait c'est une petite fille en Syrie qui était dans une robe blanche avec des collants, qui avait la tête explosée. Évidemment, c'était horrible, mais cette photo-là, elle a quelque chose de très touchant. Pourquoi ? Parce que, pour ceux qui ont des enfants, voilà, moi j'ai 2 enfants et je sais qu'à un moment donné, j'ai vu mes filles de 3 ans dormir dans leur lit dans exactement cette position. Et moi, c'est ce qui m'a bouleversé, parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a rien, on ne voit même pas le visage de l'enfant, c'est cette position, cet échouage comme ça sur ces plages, cette position qui m'a bouleversé, c'est pas que moi, je peux dire qu'à la rédaction, elle a vraiment ému tout le monde. Et là, c'est la force de cette photo, elle a créé un tel émoi, c'est incroyable, parce que là, on parlait tout à l'heure des photos du Vietnam, cette petite fille, elle est parue dans un journal, le temps qu'elle reparaît dans un autre journal, enfin, le monde entier n'a pas été au courant de cette photo comme ça, instantanément. Cette photo-là, en quelques minutes, elle a fait le tour du monde, tout le monde l'avait vue, ça aussi. Alvaro, tu peux peut-être dire un mot sur la diffusion de l'image. Non, ce que je veux dire, c'est qu'une photo comme ça, si elle n'avait pas bénéficié d'une grande diffusion, on l'aurait jamais vue. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut que la photo soit extraordinaire, belle, enfin bon, pas belle pour ça, mais que ce soit une photo importante, mais qu'elle bénéficie d'un système de diffusion aussi. Sinon, on n'en entend jamais parler. Donc il y a vraiment les deux pour faire une belle équation. Comment, Valérie, au milieu de toutes ces photos du drame des réfugiés qu'on a vu défiler, comment cette image-là a-t-elle tout à coup fait sens ? Est-ce qu'on peut la comparer à celle de Nick Hutt ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire de photos qui ont eu un tel impact, je dirais un tel impact dans le sens que ça a amené véritablement l'opinion à ne plus voir les réfugiés de la même façon ? Alors, il y a 2 exemples auxquels la photo d'Aylan a été beaucoup associée, parfois à tort.
Le premier exemple, c'est une photographie que vous avez certainement vue, qui a été prise par Kevin Carter, qui présente une petite fille affamée qui s'est effondrée par terre, avec un arrière-plan, un vautour qui semble prêt à bondir sur elle. C'est vrai que cette photographie a beaucoup choqué et scandalisé, c'était en 93. Simplement, on s'en souvient parce qu'on a accusé le photographe de tous les maux. Il s'est suicidé quelques mois après avoir reçu le prix Pulitzer. Mais c'est une photographie qui n'a strictement rien changé sur la situation. Il y avait une famine terrible au Soudan et les humanitaires qui travaillaient à l'époque là-bas ont dit que c'était une crise oubliée. Les journalistes et les médias avaient focalisé sur la Somalie, mais très peu sur le Soudan. Donc c'était un peu l'ironie de la chose. Et puis le deuxième exemple, qui pour moi est plus proche finalement du cas des Highlands. Je préciserai sur Kevin Carter, dommage qu'on n'ait pas pris cette photo en exemple, parce que la réalité de cette photo était que le vautour se retrouvait à peu près à 3 mètres de l'enfant, et que l'enfant était dans un groupe de personnes qui attendaient des soins de médecins du monde, donc il n'était absolument pas isolé comme semble le montrer la photo, ni même en danger par rapport au vautour. En plus, ce petit enfant qui a la tête par terre a présenté à tort comme une petite fille, en fait était un petit garçon, et il a survécu, alors que Kevin Carter, lui, s'est suicidé. Il a survécu, je crois qu'il est mort, il avait 20 ans. Donc d'autres de complications, de problèmes de santé, mais en tout cas, il n'est pas mort de la famine. Voilà. Donc cette photo, elle tenait énormément au choix de cadrage du photographe. Complètement, ouais. Non, c'est un effet d'optique qu'il a voulu créer. Or ici, dans le cas d'Aylan, il y a un cadrage, mais on n'est pas dans une volonté d'isoler un enfant du reste du groupe. Il est isolé, il est sur cette plage. Je disais, il y a juste un autre exemple auquel la photo d'Aylan fait penser, c'est la photo de la petite Omeira, qui est une petite fille colombienne qui avait été prise les jambes dans les gravats d'une coulée de boue après l'éruption d'un volcan. Elle est morte en 3 jours. Son calvaire a été filmé à la télévision, mais il y a une image très célèbre de Franck Fournier qui a été prise. Et c'est une photographie qui a interrogé parce que c'était la mort les yeux dans les yeux. Et c'était l'aspect voyeuriste qui a extrêmement heurté à ce moment-là. La photographie a eu un impact direct sur les dons en tout cas. Mais juste pour terminer, ce que je trouve extrêmement intéressant dans le cas de la photographie d'Aylan. Vous parliez tout à l'heure de cette photo d'une petite fille irakienne décapitée qui a été très peu montrée dans les médias. Il y a quand même une différence très forte avec Aylan, c'est que la photographie de la petite fille irakienne, elle est en Irak. C'est une souffrance qui reste lointaine géographiquement, et c'est une mort graphique, c'est un corps mutilé, et c'est beaucoup plus difficile à franchir le cap pour la publier. La mort d'Aylan, elle est relativement sobre, je mets beaucoup de guillemets, et c'est une mort qui est chez nous. Il y a une notion de proximité qui est très forte et qui rajoute à l'impact de cette photo. Je pense que c'est surtout ça. Il y a toute une polysémie dans l'image qui montre aussi cette idée d'un corps qui est rejeté comme un déchet sur la plage, qui est ramené sur une plage européenne, donc un peu comme si la mer nous rejetait à la figure des choses qu'on ne voudrait pas voir. Et dans cet effet-là, l'aspect réseaux sociaux, il a été aussi fondamental. C'est qu'il y a encore un très fort savoir-faire du photojournalisme et de la presse magazine qui sélectionne et qui fait l'actualité avec des images, qui décide quelles sont les images qui font l'actu. Mais il y a aussi maintenant, et c'est le grand bouleversement qui a lieu, c'est les réseaux sociaux. Cette photographie a été tweetée des milliers de fois la journée du 2 septembre, et c'est ce qui a aussi attiré l'attention des rédactions. Donc il y a peut-être un bouleversement dans les flux d'informations, tout le journalisme citoyen qui sera encore un xème débat à aborder. Mais je pense là aussi, il y a un bouleversement. Et là, au milieu, les rédactions et les photographes professionnels ont peut-être un savoir-faire supplémentaire, un coup d'œil qui joue un rôle extrêmement important. On notera quand même, pour conclure, avant donc de prendre vos questions, qu'il s'agit bien souvent quand il y a une réaction de l'opinion, c'est bien souvent des photos mettant en scène des enfants. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque c'est depuis les années 20 à peu près qu'on réalise. Maintenant, on le découvre encore plus quand on va fouiller un peu les vieilles archives photos des magazines, des photographes et des organisations humanitaires, que l'enfant, c'est la victime parfaite, parce que non seulement ça symbolise l'innocence, mais surtout, c'est une victime complètement apolitique. On ne peut pas l'associer à une quelconque idéologie. L'enfant, il est quelque part innocent de tout. Et c'est très pratique pour servir un discours pacifiste. Voilà. Marc, tu voulais rajouter quelque chose, non ? Alvaro ? Je voulais juste rajouter une dernière chose, mais vous savez, sûrement, c'est l'avantage du numérique aussi, assez concrètement, pour un magazine comme Match qui boucle le lundi, qui sort le jeudi. C'est-à-dire qu'on peut incorporer dans le bouclage
jusque tard dans le bouclage des images qui arrivent en numérique pour une sortie génétique. C'est-à-dire que le décalage entre la sortie et l'événement a été rapetissé, vraiment diminué, alors qu'autrefois, les photos, il fallait les envoyer de perpète, on perdait 2, 3, 4 jours. Voilà, pour moi, c'est l'avantage fondamental, c'est que le journal sort pour nous et on est plus près de l'actualité, plus près de l'événement. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'avantage principal du numérique. Pour un hebdo, en tout cas. Ce qui s'est passé, par exemple, pour le 11 septembre. C'est-à-dire que Match, on était presque à la fin du bouclage. Ça a lieu un mardi, on boucle lundi. Le mardi, 9h heure New York, 15h heure chez nous, on était pratiquement en fin de bouclage. Et grâce au numérique, d'ailleurs, c'est là où, pour l'anecdote, c'est là où Paris Match a pris conscience qu'on avait un énorme retard sur le numérique, puisque au Size Photo, nous n'avions qu'un seul ordinateur. Et quand il a fallu mettre au pilon 38 pages, refaire un deuxième bouclage pour couvrir cet événement incroyable, on a fait un deuxième bouclage et on a reçu, sur notre petit ordinateur, on a reçu 3500 photos jusqu'à 11h du soir. On en a loupé pas mal parce que c'est comme de la plomberie. Hein. Il y a un tuyau numérique, les photos, à un moment donné, on n'avait pas assez d'ordinateur, pas assez de débit. Donc on a quand même réussi à faire un numéro assez incroyable. Mais c'est là où à Match on a pris conscience, et d'ailleurs Alvaro aussi, je crois que c'est toi qui es un des premiers s'est équipé en numérique, en boîtier numérique, formation rapide, et il était quelques semaines après au Pakistan parti couvrir un... Je crois qu'au mois de juillet, Canon ou Nikon était passé dans le journal pour présenter les boîtiers numériques. Je t'avais dit jamais de la vie, etc. Là, quand j'ai compris au septembre, parce que je suis parti, on est parti ensemble à New York quelques jours après, on est arrivé le 14 ou le 15. En fait, sans boîtier numérique, ça y est, c'était fini. On était des bestes. 4 jours dépassés. après, il y avait 5 ordinateurs au Size Photo. C'était long, laborieux au début. Juste là, on m'a demandé d'apporter un sujet. Donc, c'est un sujet que j'ai fait avec Émilie Blacher. Ce sont 2 sujets sur l'Ukraine faits l'année dernière pour moi sur mes derniers sujets de news, parce que je leur dis je ne fais pas que ça, avec Émilie qui est là. Le premier sujet au mois de septembre 2014 était de montrer le résultat des bombardements des uns et des autres, mais c'était plus particulièrement de l'armée ukrainienne dans la ville de Donetsk. Et on a voulu y retourner au mois de mars parce que nos contacts là-bas, on sentait qu'ils allaient prendre le dessus, qu'ils allaient vouloir prendre des balles de CV, qu'ils faisaient venir de l'artillerie, etc. Et on ne l'avait pas beaucoup vu, et voilà, et on voulait le montrer. On me pose souvent la question, alors le plus difficile là-bas, c'est quoi ? Le plus difficile, c'est pas tellement vraiment d'y aller et de travailler. Le plus difficile, c'est vraiment d'avoir les bons contacts pour pouvoir aller au bon endroit, pour la bonne unité, etc. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas très bon pour commenter mes photos, mais si vous voulez me poser des questions après... Là, cette séquence... Ah ouais, là, c'était des prisonniers ukrainiens, oui, qui étaient trimballés dans la ville. La population leur crachait dessus, se prenait des coups de baïonnette dans les fesses. Voilà. C'était vraiment assez hallucinant comme scène. Alors, donc il nous reste à peu près une demi-heure, donc on va vous laisser nous poser les questions que vous voulez. Donc, allez-y. Première question. Bonsoir. J'ai une question par rapport à ce débat sur l'image et la guerre, pour en revenir. Et il y a un sublime reportage qui a été fait en 1994, et on a une chance incroyable, c'est que l'auteur de ce reportage est présent parmi nous. C'était sur la 5 avec Arnaud Hamelin et Patrick Chauvel, qui est là, et qui est quand même, on a beaucoup de chance, un des photographes, j'aime pas le mot photographe de guerre, mais enfin, un des grands reporters les plus connus en France. Ils ont retrouvé le général Lohan. Vous vous souvenez, on parlait de photos symboliques. Le général Lohan, en 1974, qui flingue un Viet Cong en pleine rue. Photo d'Eddie Adams. Et cette photo symbolique aussi sur l'impérialisme et sur les Américains au Vietnam, en fait, Patrick a retrouvé le général Lohan dans une pizzeria dans la banlieue de Washington, et il a raconté en fait la vraie histoire de cette image. Donc Patrick, si on peut avoir la chance que tu nous racontes. Quoi ? Il a du mal à se lever. Bonjour. Merci.
En fait, le général Lohan était chef de la police de Saïgon. Quand il y a eu l'offensive du Tet dans le quartier chinois, le quartier de Cholon, en 68, les Viet Cong sont sortis de partout. Les Viet Cong, c'est les communistes du Vietnam du Sud, c'est pas l'armée nord-vietnamienne, ont exécuté tout de suite quelques officiers sud-vietnamiens, dont le meilleur ami du général Lohan. Ces soldats et la police lui ont amené le type qui avait exécuté ses amis. Quand il a appris ça, il l'a immédiatement exécuté. Donc c'est un réflexe qu'il a eu. Et d'ailleurs, il s'est tourné vers Eddie Adams en lui disant « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que je te laisse faire cette photo ». Ça a été filmé aussi. Mais si on se réfère à la Convention de Genève, il a tout à fait le droit d'exécuter le Viet Cong en pleine rue, puisque c'est un type infiltré derrière les lignes ennemies en civil. Donc c'est un espion. Et il peut être exécuté sans procès. Donc